j'en viens à présent sur le pourquoi de ce webinaire. Alors en fait, ça part de deux constats. Le premier constat, c'est que depuis maintenant, on va dire quelques années, depuis je crois 2017, la région est en déficit hydrique chronique. Donc ça a conduit les autorités préfectorales, les préfets des départements, à prendre un certain nombre d'arrêtés préfectoraux de restriction des usages de l'eau. C'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que les services ADREAL ont travaillé, on va dire, à l'élaboration d'un certain nombre de prescriptions réglementaires spécifiques pour, en quelque sorte, accompagner administrativement les problématiques de restriction d'eau qui se présentent à nous ces dernières années et probablement pour l'avenir. Troisième constat, c'est que les climatologues, dans le cadre notamment du changement climatique, ceux qui travaillent sur ces questions-là, ceux qui simulent, on va dire, les choses liées, on va dire, à cette problématique d'élévation de température, nous prédisent, donc, y compris dans nos régions, des épisodes de sécheresse assez sévères, on va dire, ou bien plus sévères qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'été, ce qui devrait en quelque sorte nous conduire à des étés particulièrement secs et donc modifier nos usages de l'eau, puisqu'on devrait avoir moins d'eau utile, on va dire, l'été que nous avons jusqu'à présent. Et donc, qui dit moins d'eau utile, dit également débit d'étiage plus bas des différents cours d'eau, dit moins de ressources dans les nappes phréatiques, dit aussi période d'étiage plus longue sur les cours d'eau, etc. Et donc cette situation ne sera pas, on l'imagine, sans conséquences sur nous tous, sur nos pratiques, sur nos habitudes, et y compris pour l'industrie qui est une activité, donc on va dire, qui ont des activités particulièrement consommatrices d'eau. Et je dirais que pour résumer, en scientifique que nous sommes en général, parce que le public est quand même orienté scientifique aujourd'hui, donc on peut dire que l'équation est simple. Pas d'eau utile égale pas d'industrie. Il suffit de contribuer à préserver ce bien commun qu'est l'eau, y compris là également, mais qu'est l'eau aujourd'hui, et de montrer que des solutions performantes d'utilisation plus sobre de l'eau existaient. Nous avons décidé de réaliser ce premier webinaire donc, sur l'efficacité et l'efficience hydrique, en donnant la parole à des industriels qui mettent en pratique, on va dire, cette dynamique. Le premier exemple, c'est Aquacé, et nous espérons faire renouveler l'expérience avec d'autres, finalement, acteurs qui nous feront peut-être le plaisir de venir se présenter. Voilà, donc, attendez, je me trompe, voilà. Donc, en termes de participants, vous êtes 180 participants, vous êtes inscrits. Alors, une majorité d'industriels, 73%, l'État représente 6% du public. Nous avons des collectivités territoriales à hauteur de 3%. Nous avons des bureaux d'études pour 7%. J'imagine que ce sont des bureaux d'études qui vont ou interviennent, on va dire, dans le domaine de l'eau. Nous avons les associations qui sont également présentes et un public autre. Donc, en termes de déroulement d'ordre du jour, voilà ce que je vous propose. Donc, de reparler du déficit hydrique en Hauts-de-France. Et pour ça, donc, nous avons demandé à Julien Devroute, qui est le référent eau à l'Adrial Hauts-de-France, d'intervenir pour nous rappeler les actions de l'inspection sur les installations classées dans ce domaine. Jean-Emmanuel Gilbert, directeur développement Aquacé, nous parlera d'une stratégie innovatrice d'efficience et d'efficacité hydrique que développe sa société. Nous aurons ensuite Christophe Simoès de la direction HSE du groupe Michelin qui témoignera de la mise en place de cette dynamique Aquacé dans l'une de ses usines, dans l'une des usines du groupe Michelin. Et enfin, donc, nous aurons la joie de pouvoir échanger à travers des questions-réponses. Donc voilà, je passe à présent la parole à Julien Devroute, référent eau, qui va nous décrire un peu, on va dire, la toile de fond des problématiques de déficit hydrique en Hauts-de-France et des rappels de l'inspection des installations classées pour pallier ou suivre ou accompagner administrativement ces problématiques. Voilà, Julien, je te laisse le flambeau. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, Julien Devroute, donc je suis référent à l'Adrial Hauts-de-France, et donc je vais vous présenter nos actions, notamment l'action qu'on a initiée cette année sur le sujet prélèvement d'eau sécheresse. Donc on a eu la volonté de développer une stratégie d'action donc au niveau régional sur les aspects à la fois prélèvement d'eau et la problématique sécheresse. On a fait quelques constats qui étaient notamment que ces sujets
était jusqu'à présent, jusqu'à 2019, assez peu évoqué par l'inspection des installations classées, et que sur le sujet de la sécheresse, de nombreux arrêtés préfectoraux ICPE renvoyaient vers les dispositifs de l'arrêté cadre départemental sans forcément aller plus loin. Alors ce n'est pas le cas pour toutes les ICPE, mais pour une majorité. Donc on a souhaité pouvoir traiter ce sujet de manière plus spécifique dans les arrêtés préfectoraux, en harmonisant ce traitement par rapport à l'ensemble des ICPE les plus consommatrices, donc ce qu'on appelait les gros consommateurs d'eau, c'est-à-dire ceux qui consomment plus de 50 000 m3 par an. Donc pour développer une action, on a tout d'abord commencé par mener une enquête auprès de ces 250 gros consommateurs de la région, afin d'avoir un peu le panorama des actions réalisées ces dernières années sur ces sites industriels sur le sujet de la consommation d'eau et la façon dont la problématique sécheresse notamment, lors des périodes de sécheresse en tout cas, était appréhendée. Donc tout au long de l'année et donc lors des périodes spécifiquement de sécheresse. J'ai repris ici quelques exemples d'actions qui nous ont été remontées, notamment dans les courriers, suite à l'enquête qu'on a faite, juste pour illustrer, hein, c'est loin d'être exhaustif, bien entendu, et surtout, on est bien conscient que tout n'est pas reproductible au sein de tous les process, mais ce sont des exemples intéressants qui permettent de voir que avoir des gains d'économie d'eau, c'est possible, parfois à moindre coût. Mais on a des exemples notamment de récupération de condensats de vapeur qui ont permis de gagner 28 600 m3 par an, des optimisations techniques pour déconcentrer les eaux de tourelles réfrigérantes. Voilà, c'est un exemple qui nous a été remonté. 14 800 m3 économisés par an sans aucun investissement. Ensuite, des optimisations de process de lavage, par exemple, qui peuvent permettre des baisses non négligeables de 13% de consommation. Des démarches d'amélioration continue avec à nouveau des optimisations de process qui peuvent permettre, on a un cas où on a une baisse de 28% de consommation. Après, on a, je dirais, le cas plus classique de la recherche et des réparations de fuite. Alors, plus classique, mais qui n'est pas forcément toujours non plus mis en œuvre. La diminution d'eau de lavage ou le recyclage d'eau de station d'épuration pour le lavage, qui permettent aussi des gains non négligeables. Ou encore des passages en circuit fermé sur des lignes de production. Donc c'est quelques exemples qui permettent d'illustrer que certains industriels, depuis plusieurs années, se sont lancés dans ces démarches qui permettent d'avoir des gains intéressants. Donc nous, au niveau de l'inspection des installations classées, on a souhaité lancer une action régionale, comme je l'ai dit, pluriannuelle au vu du nombre d'établissements concernés. Donc, on l'a vraiment initié fin 2019 sur quelques établissements, on l'a pleinement engagé à partir de cette année 2020. On est parti notamment de l'examen du niveau réel de prélèvement depuis plusieurs années, réalisé par ces installations classées, au regard notamment de l'autorisation maximale. Notre objectif, et l'objet de cette action, c'est de prescrire par arrêté préfectoral complémentaire 3 points majeurs. Le premier, c'est une diminution de cette limite maximale justement de prélèvement autorisé si l'écart entre la limite actuelle et les prélèvements réels est supérieur à 20%. C'est-à-dire si on voit qu'il y a une marge suffisamment conséquente et que il y a eu une évolution au niveau des process ou des efforts de fait, l'idée est de capitaliser ces efforts et d'avoir une limite maximale qui soit abaissée dans cet esprit de limitation de la pression sur la ressource. Le deuxième objectif, le deuxième point, c'est arrêté préfectoral complémentaire, c'est la réalisation d'une étude, la demande de la réalisation d'une étude technico-économique afin que l'exploitant en question s'interroge sur ses pratiques actuelles, les actions qu'il a déjà pu engager par rapport à la consommation de l'eau, les gains qui ont été obtenus et quelles actions peuvent encore être menées. La réflexion que l'on souhaite, c'est que ce soit une réflexion globale sur la gestion globale de l'eau sur le site, pas seulement uniquement sur les prélèvements, mais vraiment sur l'utilisation au niveau de l'ensemble du site pour vraiment pouvoir optimiser à chaque point d'utilisation de l'eau, entre guillemets. Avec l'objectif que l'on fixe, qui est un objectif de réduction de 10% d'ici 2025, qui est un objectif repris de la feuille de route ministérielle qui a été donnée en septembre 2019 en conclusion des Assises nationales de l'eau,
qui se sont tenues entre 2017 et 2019. Le troisième point de l'arrêté complémentaire que l'on va prescrire à l'ensemble des installations concernées, c'est la demande de la mise en place de ce qu'on appelait un plan d'action sécheresse. Donc, ce que l'on demande, c'est réfléchir à quelles actions, quels leviers peuvent être actionnés lorsqu'on va se trouver en période de sécheresse, avec une gradation ou diminution de 5, 10 ou 20% selon le niveau de sécheresse dans lequel on se trouve. Et donc, quelles actions peuvent permettre, dans ces périodes limitées, de diminuer encore la consommation d'eau et donc la pression sur cette ressource lors de ces périodes plus critiques. L'objectif, c'est qu'un nouvel arrêté complémentaire puisse venir prescrire les actions proposées par l'exploitant afin que cela constitue des dispositions vraiment spécifiques relatives à la sécheresse, notamment en lien avec les arrêtés de restriction d'usage qui sont pris lorsqu'on a des épisodes de sécheresse et qui renvoient aux dispositions spécifiques sécheresse si elles existent. Actuellement, comme j'ai dit, pour un certain nombre de sites, aucune disposition spécifique n'existe. Juste quelques points sur ce plan d'action. C'est pour dire que les efforts qui sont demandés sont vraiment sur les volumes réellement consommés. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment quand on est en période de restriction d'usage, qu'on puisse vraiment avoir des diminutions de la pression sur cette ressource. Le délai qui est prescrit au niveau de la remise de l'étude technico-économique et du plan d'action sera le même, un délai de 9 mois, pour pouvoir vraiment lier les deux. Les deux, effectivement, sont de demandes distinctes, mais dont on est conscient qu'elles sont de toute façon liées. Ce qu'on veut vraiment, c'est un engagement, une appropriation d'une vraie démarche relative à cette thématique par les exploitants. Donc, au niveau de l'approche structurelle, vraiment par rapport à l'étude technico-économique, là, ce qu'on souhaite vraiment avoir, c'est une diminution de la pression à long terme qui aura pour conséquence cette diminution de pression de limiter la durée des arrêtés de restriction. On l'a vu l'année dernière, en 2019, les arrêtés de restriction d'usage pris par le préfet ont une durée que l'on espère exceptionnellement longue, mais justement pour que ça reste exceptionnel, ce qu'on souhaite, c'est qu'en diminuant cette pression, voilà, à terme, on n'ait plus ces difficultés. Voilà, pour le long terme, l'idée vraiment, c'est pour ne pas qu'un jour il n'y ait plus d'eau au robinet. On va dire, c'est une image peut-être un peu caricaturale, mais l'enjeu il est vraiment là. Pour ne pas qu'un jour, voilà, quand vous tournez le robinet, il n'y ait plus d'eau. Et voilà, comme ça a été dit, pour fonctionner, l'industrie a besoin d'eau. Et juste en rappel, l'usage industriel n'est pas prioritaire en cas de crise sécheresse. Donc c'est un niveau qu'on a fort heureusement pour l'instant pas atteint dans le département du Pas-de-Calais. Mais voilà, ce qu'on veut vraiment justement, c'est d'éviter d'arriver à ça. Donc c'est vraiment un objectif pour tous. Et pour nous, c'est vraiment une approche gagnant-gagnant. Donc à la fois, effectivement, on a des économies d'eau qui sont réalisées pour l'industriel, qui correspondent aussi à des économies financières. Mais aussi, ça permet un meilleur partage de cette ressource et une diminution de la pression. Au niveau de ces actions qu'on va demander de mettre en place, donc de l'étude technico-économique qui va déboucher sur la possibilité de mettre en place des actions, ça nécessitera forcément des investissements. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce que l'on prescrit. Et donc ces investissements, ce que l'on souhaite bien rappeler, c'est de bien avoir le réflexe de solliciter l'agence de l'eau. L'agence de l'eau peut aider financièrement les ICPE sur ce sujet. Ça fait partie des priorités de son 11e programme. Donc surtout bien penser à les solliciter à la fois pour les études et ensuite pour les travaux qui seraient nécessaires ou les optimisations nécessaires. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et voilà, comme ça a été dit, n'hésitez pas à la fin de l'ensemble des présentations, moi, si vous avez des questions, je suis à disposition. Alors maintenant, merci merci Julien. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir un accompagnement administratif relativement, on va dire, conséquent dans le cadre de cette affaire, qui va conduire notamment avec deux points forts, on va dire là. Une action liée à des études technico-économiques du cycle de l'eau dans l'entreprise pour essayer de l'améliorer, pour essayer de réduire on va dire, le plus possible les consommations. Voilà. Et ensuite, donc un programme, on va dire, d'action en cas de sécheresse et de restriction des usages en cas de pression, on va dire, des usages de l'eau sur un système.
Voilà, maintenant, j'en viens à la présentation de Jean-Emmanuel Gilbert d'Aquacé. Donc, vous êtes donc directeur du développement de chez Aquacé et votre société a développé, on va dire, une stratégie en termes d'efficience et d'efficacité hydrique qu'elle met donc, on va dire, à disposition de l'ensemble des industriels, on va dire, qui souhaitent faire appel à vos services. Merci de bien vouloir nous présenter un peu votre société et puis cette problématique et la manière dont vous la résolvez. Merci bien, Jean-Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre invitation et puis merci à toute l'équipe du S3PI pour l'organisation de ce webinaire. Donc, effectivement, je vais vous parler de cette stratégie et vous montrer de manière rapide pour que vous ayez une sorte de panel un petit peu d'intervention des réalisations qu'on a eu l'occasion de réaliser. Et puis, Christophe Simoes parlera un peu plus précisément d'une expérience qu'on a menée sur une des usines importantes du groupe Michelin. Donc, nous, on pense depuis déjà de nombreuses années, puisque c'est un petit peu la fondation d'Aquacé, qu'on va avoir une transition hydrique de la même manière qu'il y a la transition énergétique. Bien sûr, tout le monde a en tête la notion que les ressources sont limitées, y compris l'eau, même si on est sur une planète bleue. Il y a une représentation qui permet d'illustrer ça de manière assez radicale. C'est qu'il y a des Américains, donc une institution océanographique, qui se sont amusés, entre guillemets, à regrouper en fait l'eau sous la forme d'une bulle, et puis ça représente à peu près ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le volume total de l'eau salée et douce, qui fait quand même une sphère de 1400 km de diamètre. De l'autre côté, vous avez le volume total d'eau douce, puisque bien sûr une grande partie de l'eau en fait sur Terre est présente sous la forme d'eau salée. Et puis vous avez le tout petit point là qui est en dessous, et ça c'est le volume total d'eau douce disponible, c'est-à-dire bien sûr les lacs, les rivières et une partie des nappes phréatiques. Donc on voit que cette ressource elle est vraiment extrêmement limitée. Et le problème c'est que bien sûr cette ressource limitée commence à être perturbée de manière assez conséquente. Premièrement par le changement climatique, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Petite parenthèse quand même, le changement climatique va induire bien sûr des périodes de sécheresse, des périodes d'inondation, mais il ne faut pas oublier que pendant les périodes de sécheresse, ce n'est pas simplement une question d'approvisionnement, mais c'est aussi une question de dilution des rejets industriels dans le milieu naturel, et ce qui fait qu'il peut y avoir des contraintes liées justement, non pas simplement à l'approvisionnement, mais des contraintes liées au rejet. Deuxième moteur, donc la dégradation des milieux aquatiques, et puis la surconsommation, puisqu'on a une très forte augmentation en fait, de la population et des activités humaines, qui se reconcentrent en plus généralement aux mêmes endroits. Le milieu naturel, il n'est pas élastique, et donc ça ne suit pas. Le quatrième moteur de la transition, en fait, c'est un enjeu économique. Je le représenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais vous allez voir que notamment pour des industriels, c'est assez important. Alors, l'eau est utilisée dans la quasi-totalité des activités humaines, et si on a une approche macro pour les conséquences de ces perturbations, on voit que par exemple, le dernier rapport des Nations Unies sur le sujet en 2019 estime que 45% du PIB mondial va être en danger d'ici 2050. Donc c'est quand même extrêmement notable. Mais on pourrait dire ça concerne des pays qui sont, on va dire, avec un sol craquelé, qui sont vraiment en stress hydrique intense. Et donc là, pas du tout, puisque en France, vous avez eu l'occasion de le voir en fait, ces dernières années, y compris dans votre région, mais vous avez deux rapports qui sont intéressants, un qui s'appelle Eau urgence déclarée du Sénat en 2016, et puis là, il y a un autre rapport qui est sorti en 2020. Bien sûr, vous avez aussi pas mal d'informations qui sont dans les agences de l'eau. Parmi les perspectives, en fait, on voit qu'il y a deux grandes régions effectivement qui sont impactées, la région de Nouvelle-Aquitaine et puis, on va dire au sens large, un peu la région Nord. Maintenant, il y a un point qu'il faut avoir en tête concernant cet aspect-là, c'est que la gestion de l'eau, en fait, on peut parler bien sûr de tendances long terme, et on voit qu'elles sont plutôt, vont pas du tout dans la bonne direction, mais c'est surtout un enjeu quotidien, un enjeu local. Pourquoi quotidien? Parce que, en fait, bien sûr, ce qui va se passer, ce sont des aléas climatiques, et c'est ça que l'on est en train de vivre tous les étés, mais à l'intérieur même d'un aléa climatique ou d'une période de sécheresse, vous pouvez avoir au quotidien, et donc pas simplement pendant l'été, des périodes ou des moments en particulier qui vont être particulièrement durs, parce que vous allez rentrer aussi en conflit d'usage, etc., etc. Et donc, la question de la gestion de l'eau n'est pas une question qui est sur le moyen long terme, mais c'est une question de gestion au quotidien dès aujourd'hui. Et c'est un enjeu local. Pourquoi? Parce que nous, ce que l'on préconise, c'est effectivement de savoir quelle est la dynamique en fait, de vos ressources sur une année, quelles sont les dynamiques de tous les usages qui sont sur cette ressource autour de vous. Bien sûr, quelles sont les infrastructures qui permettent de faire le lien entre les usages et les ressources, et de vous poser la question de la cohérence de tout ça, son efficience, et puis bien sûr la résilience, si jamais vous avez un incident un peu plus important qu'un autre.
Les entreprises n'ont pas attendu les derniers rapports pour se préoccuper de cette question et vous pouvez lire deux documents qui sont sur le site de Entreprises pour l'environnement qui traitent de ce sujet. Alors, tout à l'heure, je disais, le quatrième moteur, c'est le coût global en fait, de l'eau qui est, de notre point de vue, très sous-évalué. C'est ce qu'on voit dans la quasi-totalité de nos clients. Alors, pourquoi parler de coût global de l'eau? Parce que, en dehors en fait, du prix du mètre cube de taxes que vous pouvez avoir ici ou là, vous avez bien sûr à prendre en compte tous les CAPEX et les OPEX. Vous devez prendre en compte aussi toute l'énergie qui est utilisée pour vos usages de l'eau. Et en fait, quand vous exploitez des dizaines de milliers de mètres cubes par mois, par jour ou à l'année, ça veut dire que vous transportez des milliers de tonnes et donc ça veut dire beaucoup de consommation énergétique. Mais vous avez aussi de l'eau qui est utilisée en fait pour l'énergie. Et donc, par exemple, ici, vous pouvez avoir des baisses de performance énergétique qui sont dues tout simplement à une mauvaise gestion de l'eau. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement une problématique d'approvisionnement, mais c'est plutôt une problématique de performance industrielle et environnementale des usages de l'eau. On a résumé ça sous ce petit schéma, c'est-à-dire qu'en haut, on a effectivement les coûts directs avec les coûts matières, les coûts directs type investissement, maintenance, fonctionnement, et puis derrière, les coûts qui sont indirects, puisque vous utilisez vous aussi l'eau pour chauffer, refroidir comme ingrédient, etc., etc. Donc, ça va impacter un petit peu tous les aspects potentiels de votre site. En fonction, bien sûr, de votre activité et en fonction de la taille de votre site industriel, l'épaisseur en fait, de ces différentes couches va varier. Mais toujours est-il que lorsque l'on fait une évaluation du coût global, on est très, très, très en dessus en fait, du coût direct. Ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver aussi dans le dernier opus donc, de EPE qui insiste bien sur le fait que donc, du coup, les actions sur la gestion de l'eau en industrie sont rentables, réduisent les risques et puis en plus améliorent les relations avec les tiers. Donc, conclusion de cette première partie, bien sûr qu'il y a une transition hydrique au sens physique du terme, environnemental, mais il y a aussi en fait un intérêt d'une stratégie d'efficacité hydrique parce que c'est aussi un levier de performance notable. Alors maintenant qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait puisqu'il va falloir faire moins, faire mieux, faire différemment, etc. Justement, la transition hydrique, comme on le voit, il ne s'agira pas de fermer le robinet pendant qu'on se lave les dents, c'est-à-dire l'ampleur des questions qui sont à aborder sont bien plus importantes. Et donc, faire mieux, ça ne va pas suffire, il va falloir faire différemment. Faire différemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, la quasi-totalité de la stratégie de la gestion de l'eau était focalisée sur des traitements en amont et en aval des usages. Que ce soit pour l'industrie, mais pour la vie, c'est à peu près pareil. Et donc, tout simplement, on va dire, en premier lieu, on va d'abord s'intéresser aux causes racines, qui sont les opérations industrielles, pour voir comment, au niveau de chacun des usages, on va pouvoir mettre en place des réductions de consommation, mais aussi des réductions de pollution produite. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième type d'action, une fois qu'on a réduit tout ce qu'on pouvait au niveau des usages, voir en quelle mesure il est possible de reconfigurer ces flux et les usages de l'eau de manière à pouvoir les valoriser au travers, par exemple, de tri sélectif, de recyclage, de réutilisation, etc. Troisièmement, dernière étape, on a réduit la complexité et la taille du problème, et bien sûr, il nous reste à optimiser les traitements, puisque dans la quasi-totalité des cas, on ne peut pas s'en passer, c'est bien normal. Donc, là, c'est un point qui est extrêmement important. On ne peut pas, selon nous, dissocier quantité et qualité lorsqu'on travaille sur l'eau. Compte tenu du fait qu'on a un temps relativement limité, je vais prendre qu'un exemple extrêmement basique. On a eu des clients qui sont lancés dans des réductions de consommation d'eau en faisant des meilleures pratiques, des chasses aux fuites, etc. Donc, ils ont réussi à gagner 10, 20, 30%. Moyennant quoi, ils ont eu beaucoup de problèmes au niveau de leur station d'épuration, puisque c'était un outil qui avait été défini pour recevoir une certaine charge. Et là, ils envoyaient des effluents qui étaient beaucoup plus chargés, beaucoup plus concentré. Donc, vous voyez, l'eau, c'est un système et on ne peut pas dissocier quantité et qualité. De la même manière, si vous commencez à vouloir faire du recyclage ou de la réutilisation, vous êtes nécessairement confronté à cette question-là. Donc, pour pouvoir agir, ce n'est pas une action simplement, on est plutôt dans une démarche qui va, sans rentrer dans les détails, partir d'un état des lieux, d'un diagnostic, produire des données complémentaires, un petit peu comme le médecin, et ensuite produire un diagnostic avec des préconisations en fait, de solutions organisationnelles ou techniques. Et cette étude va permettre de remettre à plat un petit peu la totalité des connaissances de l'eau sur un site industriel, au niveau d'un process flow diagramme, au niveau de l'étude des dynamiques de consommation. Ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans un atelier lorsqu'il est en arrêt, par exemple le week-end? Est-ce qu'on continue à utiliser de l'eau ou pas, etc. Faire des balances au niveau des ateliers et au niveau du site complet, faire des bilans, bien sûr, pour savoir qui fait quoi avec l'eau, qui rejette quoi, et puis derrière, faire de l'analyse d'événements pour commencer à relier en fait, les causes et les conséquences. Et donc, hiérarchiser en fait, un plan d'action.
Alors, un exemple extrêmement simplifié sur lequel je vais aller très rapidement. Donc, un client qui était non conforme en phénol 100% du temps, mais il ne fait pas rentrer de phénol sur son site et il n'est pas censé en fabriquer. Mais c'est une usine assez compliquée, donc ils font appel à nous. On fait un fameux état des lieux, les données existantes, on rajoute une cartographie des flux d'usage de l'eau, notamment avec des prélèvements sur du phénol, et on identifie qu'un des ateliers est responsable de 80% d'émissions du phénol. Et il s'avère que c'est un produit de dégradation d'un intermédiaire de réaction qui est fabriqué le lundi et consommé jusqu'au vendredi. Et donc la solution organisationnelle, c'est on va réduire la durée de stockage et puis on va réduire la température de stockage de 2 degrés. Et donc du coup, on réduit la cinétique de dégradation, donc de la production du phénol. Conclusion, réduction de 40% du phénol sans investissement, simplement un peu plus d'énergie puisque effectivement, on a réduit de 2 degrés. Lors de cette étude, un petit peu comme le médecin, on était sollicité sur ce point-là, mais on a mis en évidence en fait d'autres points d'intérêt sur l'azote, sur la conformité paramètres couleurs, etc., etc. Donc voilà un petit peu de manière extrêmement schématique comment ça peut se dérouler. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut rentrer directement à l'intérieur d'opérations industrielles pour voir quels sont les sous-effluents qui pourraient poser problème. Et donc, exemple d'un nettoyage en place, les effluents en fait, d'un nettoyage en place sont hétérogènes, ce qui est normal puisqu'on a des conditions opératoires qui dépendent des étapes, par exemple ici de manière extrêmement schématique, pré-lavage, lavage, rinçage. Et si on est face à ce type d'effluents et d'hétérogénéité, on peut tout à fait imaginer mettre en place du tri sélectif à la sortie industrielle pour avoir des stratégies de gestion adaptées à chacun des sous-effluents. Donc, exemple extrêmement simple, de la même manière sur un industriel de la pharma. Donc là, ils avaient potentiel toxique à la sortie, état des lieux, cartographie. On se rend compte qu'il s'agit probablement en fait des nettoyages en place. On fait des cartographies extrêmement fines sur la partie nettoyage en place pour s'apercevoir que la cause racine en fait, c'est que la toxicité n'est pas du tout dans le prélavage qui était sorti sous la forme de déchets liquides, mais dans les premières centaines de litres en fait du lavage 1. Et donc là aussi, on met en place une solution technique et organisationnelle de tri sélectif, en fait, mais pas du tout au même endroit parce qu'on avait une meilleure compréhension en fait, du système. Alors, première conclusion d'un point de vue approche, ça veut dire qu'effectivement, dans stratégie de gestion de l'eau, l'enjeu technologique n'est plus le traitement de l'eau, mais c'est avant tout la compréhension du système eau, c'est-à-dire la production, la gestion et l'interprétation des données. C'est ce qui va permettre en fait de disposer d'une vision globale, d'identifier tous les points d'amélioration, les points de risque, d'identifier les leviers d'action en fait, sur lesquels on pourrait agir, de les hiérarchiser, et puis ensuite, une fois qu'on a mis les actions, de faire un suivi de la performance de l'ensemble du système. La problématique qui est rencontrée dans la quasi-totalité de nos clients, c'est qu'on est face à une insuffisance de production et d'exploitation des données. En plus, dans le cadre de l'eau, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres secteurs, comme par exemple l'énergie, parce qu'on a une grande hétérogénéité de sources et de nature d'informations. Vous allez avoir des informations qui viennent de capteurs, qui viennent d'automates, mais aussi vous avez des informations qui sont issues d'analyses de laboratoire, qui arrivent quelques semaines plus tard, qui sont dans des fichiers Excel. Vous avez aussi des déclarations qui sont faites par les opérateurs, et donc on n'est pas dans une situation qui permet d'avoir ce diagnostic global. Donc, nous, ce qu'on a développé en fait depuis maintenant 5-6 ans, c'est d'utiliser en fait les nouveaux outils d'Internet des objets, le cloud, etc., pour justement résoudre cette problématique. Et donc, on va pouvoir, à partir en fait, se connecter de manière différente en fait à différentes sources d'informations, les centraliser de manière à créer une sorte de métaviseur, à la fois des données internes, mais aussi des données externes en fait au site, lorsque c'est intéressant. Et là, on aura la vision globale et il est important d'en insister sur le fait, c'est un outil d'analyse de données qui n'est pas là du tout pour faire du contrôle-commande. Vous verrez tout à l'heure les fonctions avancées qui le différencient encore plus. Si vous êtes un groupe industriel avec plusieurs sites, vous pouvez tout à fait utiliser le même outil pour pouvoir en fait, gérer, faire du suivi de la gestion de l'eau sur la totalité de votre parc et donc faire aussi des études comparées en temps réel, etc. etc. Ce type en fait, de démarche s'inscrit maintenant depuis quelques mois, en fait, répond en fait à la norme ISO 46001, qui est justement le système de management de l'utilisation efficiente de l'eau, qui est en train d'être mis en place au niveau international. Point important, ça permet d'identifier, comme je le disais tout à l'heure, les événements, puisque nous, ce que l'on veut, c'est arriver à comprendre quelles sont les opérations industrielles qui sont responsables des consommations et des rejets, pour pouvoir ensuite hiérarchiser leur importance, et ensuite voir si on peut agir dessus. Donc, identifier les événements par leur signature. La signature, c'est la combinaison, par exemple, température, conductivité, pH et débit sur un rejet. Et puis, comme les rejets n'ont pas les mêmes signatures, ça permet de les différencier. Une fois qu'on a identifié ces signatures, on va les corréler aux causes racines, identifier les leviers d'action et puis donc préconiser les solutions.
Les solutions, il y en a, et ça a été évoqué tout à l'heure, il y en a en fait de nombreuses. Ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de vos enjeux, de pas mal de choses. Et il peut y avoir des choses qui sont techniques, il peut y avoir des choses qui sont purement organisationnelles, voire même, on fait beaucoup, nous, de sensibilisation et de formation même directement aux équipes. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas magique, puisqu'on travaille pour des industriels qui font du chocolat, mais d'autres qui fabriquent des euthanasiants. Et donc, ça veut dire que lorsqu'il faut aller rajouter de la data, c'est souvent aux endroits où, d'habitude, les gens ne vont pas trop. Mais ça nous paraît indispensable, en fait, pour comprendre vraiment, pour produire, en fait, cette vision globale et intégrée des usages de l'eau. Alors, quelques exemples d'applications. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est pour avoir une sorte de vision globale et insister sur un point particulier. Donc, bien sûr, comme ça avait été évoqué, lorsqu'on a fait ce fameux diagnostic et qu'on a une vision, une hiérarchisation, on peut faire la chasse aux mauvaises pratiques et au gâchis, des machines qui ne sont pas arrêtées ni ralenties pendant les arrêts de prod, les procédures, etc. Bien sûr, on peut faire, ce qui est évident, la chasse aux fuites, mais là, on a bien plus grandes facilités pour les identifier, les localiser et les quantifier. On peut faire des solutions techniques, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Il peut y avoir, par exemple, aussi, au travers de tri, du recyclage, de la réutilisation des eaux claires, et puis de l'optimisation de procédés. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand vous lancez en fait une stratégie de transition hydrique, c'est évident que c'est dans la réalité une combinaison d'actions, c'est une démarche en fait, une stratégie qui se met en place. Et le type d'outils que je suis en train de vous présenter, ça permet justement d'identifier, de planifier, de hiérarchiser. Deuxième point qui est très important, c'est une démarche collaborative, pas simplement avec des intervenants extérieurs comme c'est le cas avec Aquacé, mais y compris à l'intérieur de votre site industriel et de vos équipes. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est transversal et donc ça va impacter les gens de l'environnement, les gens de la maintenance, mais aussi et peut-être surtout les gens de la prod. Et donc là, il va falloir que tout le monde collabore pour que tout le monde comprenne bien quelles sont les limites et les préconisations de l'outil industriel. Bien sûr, derrière, la démarche collaborative, lorsque l'on a mis de la sensibilisation, ça permet aussi de faire de l'amélioration continue. Quelques exemples extrêmement rapides sur des sites industriels. Je ne vais pas du tout les détailler, je vais montrer quelques points qui nous semblent intéressants. Premièrement, ici, effectivement, 24% de réduction de consommation d'eau par rapport à des gâchis, mais surtout, quelques mois plus tard, en fait, retour de la part de notre client en disant, ben voilà, en fait, ce qui est vraiment très, très notable, c'est que du coup, vous avez enclenché une dynamique et maintenant, les différentes équipes, en fait, continuent à faire de l'amélioration continue sur le site. On peut bien sûr, au-delà de la formation, faire des choses beaucoup plus techniques, comme par exemple du génie des procédés, pour rentrer dans le détail, puisque nous, on a des fréquences d'acquisition qui le permettent, rentrer dans le détail de certains procédés, et donc, par exemple, ici, arriver à des réductions de 60% de quantité d'eau utilisée par lavage de filtres, et puis derrière, de la productivité, puisqu'on a des temps de régénération qui sont réduits. On peut faire aussi de l'identification de fuite, de l'amélioration de gestion d'approvisionnement réactif, etc. On peut faire aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, du tri sélectif, avec carrément ici des modèles d'extinction de charges polluantes. Faire des grands plans aussi d'accompagnement dans la durée, avec des ambitions et des montants qui peuvent être conséquents, mais ça dépend de la taille de votre site. Et puis, pour les fonctionnalités les plus avancées en fait, du système d'analyse de données, vous pouvez, au bout d'un moment, aller vers la constitution d'un jumeau numérique de la totalité du parcours de l'eau, afin de disposer en fait, d'un diagnostic permanent pour pouvoir faire non seulement de l'amélioration continue, mais aussi des calculs de dérive, des alertes, etc. Et sous une certaine forme, vous allez avoir certains dashboards qui sont dédiés à la gestion de l'eau, avec en temps réel du suivi, des bilans automatisés qui vous indiquent où passe l'eau et qui vous permet en fait de regarder s'il y a des dérives ou des problèmes. Autre fonctionnalité avancée, la simulation de procédés en temps réel. Et donc, vous voyez, on est vraiment très, très loin des notions de contrôle-commande, qui n'est pas du tout l'objectif de ce type de solution. Et donc, par exemple, ici, là encore, de manière extrêmement synthétique, ça, c'est des procédés qui tournent sur les plus grosses stations d'épuration en fait, de l'Île-de-France. C'est une collaboration avec le SIAP, où on a un modèle de procédé qui permet au départ, à partir de données qui vont définir la quantité et qualité d'eau qui arrive ici à 16h19, de calculer immédiatement 20 minutes plus tard ce qui va en sortir, parce que le temps de séjour sur ce procédé est d'environ une vingtaine de minutes, avec un taux d'abattement prédit, qui est par exemple ici de 34%, et donc la capacité de pouvoir utiliser aussi le modèle pour faire de la simulation prescriptive en disant, bah, tiens, avec 34%, ça ne me convient pas, comment est-ce que je pourrais piloter en fait mon procédé pour avoir un autre type de résultat. Voilà pour une présentation rapide et haute altitude de nos activités.
Et je vais laisser la main en fait à Christophe Simoès pour que lui donne directement son avis sur ce type sur d'autres interventions. Voilà. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ah bah voilà. Donc merci Monsieur Simoès. Et donc vous êtes vous à la direction HSE du groupe Michelin. Hein. Donc vous avez fait appel à Aquacé, vous avez mis en œuvre cette technologie dans l'une de vos usines, si je crois, ou peut-être maintenant dans plusieurs. Merci de nous dire un mot de ce que vous pensez de cette approche et quels ont été, on va dire, les gains, les gains en termes de réduction de consommation et peut-être les gains aussi en termes de production. Allez, c'est à vous, Monsieur Christophe Simoès. Très bien, merci. Merci de me faire confiance et de me laisser témoigner. Je vais être, on va prendre que quelques minutes et je vais être donc du coup assez direct sur le sujet et les gains. Si dans un deuxième temps il y a besoin d'échanger plus en avant, n'hésitez pas. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le groupe Michelin et toujours sur des sujets concernant la risque, prévention des risques professionnels au sens large. Et en 2014, on m'a donné une mission dans le cadre de la démarche environnementale du groupe d'avancer sur le domaine de l'eau de manière un peu plus robuste, de continuer finalement le progrès qui avait déjà été initié pendant les années précédentes. Et donc, on a mis en place un programme autour de l'eau. Un des leviers de progrès qui avait été identifié assez rapidement, c'est la digitalisation. Et c'est ce qui nous a amené, notamment via l'EPE qui a été mentionné par Jean Gilbert, de se rapprocher d'Aquacé. Alors, il y avait cette dynamique du programme eau et il y avait une autre dynamique au sein du groupe qui était la digitalisation. Et donc, une démarche de digitalisation avec tout un panel de démonstrateurs. Et c'est dans le cadre de ce démonstrateur-là qu'on a été amené à travailler avec l'équipe d'Aquacé. L'objectif de ce démonstrateur, ce n'était pas de travailler dans le domaine de l'eau, c'était de voir quelle était la création de valeur du digital. D'accord ? Et donc, dans cette démarche, on a identifié des sites volontaires pour progresser dans cette optique. Et pour les questions de budget, on a dû choisir un site. Il s'avère que le site qui a été choisi est Holstein, en Pologne, qui est l'un des plus grands sites de production, non seulement d'Europe, mais du groupe, et qui avait déjà progressé dans le domaine de l'eau, qui était passé en gros de 4 millions de mètres cubes prélevés annuels à 2 millions de mètres cubes prélevés annuels, pour une augmentation de production, bien entendu. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, on va identifier des secteurs et des activités qui sont représentatives de l'activité ou des activités process ou utilité dans les usines Michelin pour voir sur ces périmètres-là, par rapport à ce qui avait déjà été fait comme gain, si le digital nous permet d'aller plus loin. En gros, si c'est pour mettre en place des fondamentaux, commençons par les mettre en place et après on intégrera la couche digitale. C'était un petit peu le fond d'écran. Donc dans ce contexte-là, on a choisi de faire appel à Aquacé et d'avancer sur 3 périmètres. Je ferai un focus sur 2. Tour Aéro, qui était déjà un petit peu digitalisé, suivi par un prestataire. La production de pneumatiques sur un atelier qui avait déjà fait 50% d'amélioration en 2 ans, donc qui était déjà avec un certain niveau de maturité. Et un troisième périmètre, la déminéralisation, qui était un procédé complètement nouveau parce que c'était une nouvelle DMI qui venait d'être installée. Donc voilà un petit peu, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place cette démarche. Et je vais partager avec vous finalement les 5 principaux résultats. Je parle un petit peu plus en mon nom qu'en nom de Michelin, mais avec beaucoup de liberté et de transparence. Il y a 5 points qui sont pour moi à garder de cette expérience. La première, c'est que on avait des objectifs. Je vous ai dit qu'on n'avait pas pris 3 sites parce qu'on était limité en budget. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que on avait ciblé un gain, on va dire, aux alentours entre 5 et 10% d'amélioration sur les périmètres identifiés en prélèvement. Ramener la tonne de produits finis, on est toujours sur une notion d'efficience, et il s'avère que ça a été le cas. Et avec un ROI, donc un retour sur investissement, entre 6 mois et 3 ans et demi. Là aussi, c'est important d'avoir à l'esprit puisque on est dans une logique de développement durable
et donc pas une logique uniquement environnementale, mais aussi globale de performance. Parce que si le site n'est pas performant, le site ne vit pas, et si le site ne vit pas, on peut dire que c'est super pour l'environnement, mais d'un point de vue développement durable, ça a des conséquences. Donc ça, c'est le premier constat, objectif atteint, avec un ROI entre 6 mois et 3 ans et demi. Comme l'a dit Jean-Manuel, Gilbert, on n'a pas toujours une très bonne vision de ce que c'est que le coût de l'eau, et on a bien travaillé là-dessus, le coût total de l'eau, et là, ça a permis d'avoir une vision un petit peu décalée, différente du sujet eau. Deuxième élément, c'est que non seulement ça a permis de faire des gains sur le périmètre identifié, mais ça a aussi développé de la connaissance, de la sensibilité et des critères que l'on n'associe peut-être pas toujours à l'eau, voilà, ou pas directement. Ça a été évoqué tout à l'heure, eau, énergie. Pour ceux qui sont dans le domaine, ça semble une évidence, mais parfois, pour des questions de maturité et d'expérience sur des sites, ça peut ne pas être le cas. Et donc, au travers de cette finalement aventure, sur quasiment 2 ans, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait des voies d'amélioration qui représentaient en supplément 10% du prélèvement global du site. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 2 millions de mètres cubes annuels. Là, on avait un gain potentiel de 200 000 mètres cubes supplémentaires. Voilà. Troisième apprentissage et retour d'expérience, ça peut être aussi évident pour des experts, mais en gros, le digital tout seul n'a aucune valeur. Voilà. Je le dis peut-être un peu directement, le digital c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et en fait, le couple compétences dans le domaine de l'eau et compétences dans le domaine digital, c'est ce qui a créé la valeur. Voilà. Et sans ces éléments-là, je pense qu'on n'aurait pas fait beaucoup de gains. Et en ce sens-là, c'est quelque chose qui est en mesure d'apporter à Quacé et de développer, puisque faut être aussi humble. Au fur et à mesure, on apprend tous, nous en tant que clients industriels, mais aussi le prestataire, et ça s'est fait dans cette logique-là. Ce qui m'amène au quatrième point, c'est qu'au-delà de la partie technique, au-delà de la partie technique dans le domaine de l'eau ou dans le domaine du digital, il y a aussi quelque chose de très important, c'est d'être en capacité d'accompagner un projet. Donc avec des fois une maturité relative du client dans le domaine de l'eau et qui permet, en ayant finalement cette agilité, flexibilité, d'accompagner le client dans sa maturation, dans son développement de maturité, on va dire, de sa connaissance de l'eau. Et ça, c'est très important parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il y a la partie digitale, il y a la partie eau, mais aussi la partie accompagnement, réactivité, adaptabilité et remise en cause. Parce que des fois, il faut aussi que le prestataire se remette en cause, et ce qu'a su faire Aquacé. Et ça a été quelque chose de très positif. Dernier point, comme principaux points d'apprentissage, c'est qu'en fait, on a fait tous ces gains-là sans être allé au bout même de la digitalisation, puisqu'on n'avait pas encore développé la partie prédictive. On avait commencé sur certains aspects sur la modélisation. Et donc, ça veut dire que même en n'étant pas encore allé au bout du potentiel du digital, sur quoi j'ai une intime conviction, on a réussi à démontrer la création de valeur du digital. Donc, pour nous, ça a été un succès, et aujourd'hui, bien entendu, grâce à ça, le groupe se pose des questions sur la suite à venir et de la généralisation de ce type de démarche ou d'autres types de démarches, mais sur le même principe. Et donc, on ne se pose plus la question de est-ce que ça crée de la valeur, c'est comment on va créer cette valeur avec l'aide et le support du digital. Voilà, j'ai été un petit peu synthétique. J'imagine que vous pouvez avoir un certain nombre de questions, et je vous laisse, si jamais vous le souhaitez, soit passer par le S3 Pays, soit par Jean-Manuel Gilbert, ou soit maintenant, si vous avez une question ou deux à poser, voilà, n'hésitez pas. Merci Christophe Simouet, ce témoignage très intéressant. Donc, merci aux uns aux autres, aux trois intervenants. Là, c'était vraiment passionnant. Donc à la fois l'accompagnement réglementaire qui est toujours un peu, on va dire, un peu rude, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, il y a l'espoir quand même, il y a des solutions avec notamment des sociétés comme Aquacé qui nous offrent un certain nombre de techniques très modernes et complètement, on va dire, originales. Et puis enfin, il y a le témoignage de l'industriel qui a finalement trouvé un intérêt à mettre en œuvre ces techniques, puisqu'il a eu un retour sur investissement qui lui a permis de montrer qu'il était finalement sur un chemin intéressant sur le plan économique. Donc, c'est plutôt des bons indicateurs, c'est-à-dire qu'on travaille gagnant-gagnant tous ensemble, et ceci pour, on va dire, préserver un bien commun qui devrait notamment se faire rare, qui est l'eau. On devrait avoir moins d'eau utile.
Alors, pour débrider un peu les langues, je vais peut-être moi poser la première question à Jean-Emmanuel Gilbert. Donc, alors voilà, Jean-Emmanuel, vous avez dit que les stratégies de vos entreprises, c'était justement de contribuer à réduire la consommation d'eau, à améliorer la productivité et à réduire les rejets des industries. Alors ça, c'est très bien, donc parfait. Avez-vous développé, Jean-Emmanuel, donc une comptabilité de ceci pour finalement montrer au grand jour que bah, voilà, vous atteignez des performances incroyables et quelque part, ça vous renforcerait dans le cœur de vos valeurs, si je puis me permettre de parler ainsi. Oui. Alors, donc effectivement, bien sûr, on essaye dans la mesure du possible en fait de faire le suivi. Il y a pour schématiser, vous allez avoir deux types de gains, des gains qui sont faits quasiment immédiatement parce qu'on a changé une opération industrielle ou mis en place des nouvelles pratiques et ça, vous pouvez quasiment immédiatement ou sur quelques jours, c'est-à-dire sur quelques cycles, en fait, identifier le gain. Et c'est la plupart des chiffres en fait que j'ai montré tout à l'heure. Vous avez vu, c'est des opérations ciblées. Donc là, il est assez facile, au moins pour la partie eau, d'en tirer des conclusions chiffrées. Il y a un deuxième aspect qui est beaucoup plus global. Premièrement, c'est que, et là, nous, en tant qu'Aquacé, on n'a pas forcément accès à cette information-là, ce qui est légitime, ce qui est normal. C'est par exemple tous les gains que ça a pu faire en termes de productivité, les gains que ça a pu faire en termes de réduction des consommations d'énergie, de produits chimiques, etc., etc. Parce que d'autres systèmes, pour les clients, en fait, la plupart du temps, ne remontent pas ces informations. Et puis, il y a un deuxième aspect global qui est justement, alors là, dans la continuation, et c'est ce que j'évoquais un petit peu avec un des exemples où, quelques mois plus tard, en fait, on a été remercié parce que justement, la démarche s'est continuée, ils ont continué à faire beaucoup de gains et ils insistaient, par exemple, sur le fait qu'in fine, par exemple, en termes financiers, le gain le plus important, c'est en termes d'énergie. Voilà. Donc, après, maintenant, il y a des clients qu'on est en train de suivre alors, dans la durée, mais là, c'est trop récent pour qu'on ait vraiment des bilans. Et petit à petit, on va intégrer l'énergie, l'air comprimé, enfin, je veux dire, toutes les utilités, parce que la plupart du temps, tout ça, c'est quand même assez intriqué. Voilà. Merci Jean-Emmanuel. Bon, je vois que Christophe Simoes doit nous quitter, ou il nous a peut-être déjà quitté, donc je tenais à le remercier s'il est parti devant nous tous. S'il est encore là, j'aurais une petite question à lui poser Je aussi, suis hein, encore là. en attendant. Ah ben parfait, Christophe. Donc, bon, en termes en termes de quantité, on va dire, d'eau économisée, est-ce que vous avez un ordre de grandeur à nous donner? On va dire, est-ce que ça chiffre en quoi? En dizaines de pourcents? Voilà, ça c'est parce que je l'ai pas noté à travers votre présentation. Vous avez parlé beaucoup économie, si D'accord. je peux dire. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur Alors, de ce que oui, oui. comme évoqué, bien entendu, sur le site d'Holstein, et c'était euh, pas encore au bout de toute la mise en œuvre des actions, mais on était de l'ordre de 80 000 mètres cubes de prélevés en moins sur l'année et un potentiel de 260 à 200 000 mètres cubes supplémentaires. Donc, comme je vous le disais, c'est au-delà de 10% du prélèvement du site annuel, sachant que le site avait déjà fait un gain de 50% en termes d'optimisation. Donc, c'est ça ça qui est important d'avoir à l'esprit parce que je pense que quand on commence enfin, si on construit un nouveau site, il faudrait, je pense, se doter d'un système de data qui va bien et bien positionné dès le début, voilà, by design. Après, quand on est sur une logique corrective, eh bien, voilà, les conditions sont un peu plus difficiles, mais ça veut dire qu'on peut faire encore des gains. Voilà. Et quand on croit qu'on est arrivé au bout du gain, le digital peut nous permettre d'aller au-delà de ce que l'on pense, à la fois parce que ça nous permet d'aborder des nouvelles data, des nouvelles finalement cinétiques, mais aussi, il faut être tout à fait transparent, il y a un côté aussi innovant, c'est-à-dire on va utiliser un autre média pour parler de l'eau. Voilà. Et là aussi, c'est pas minimisé. Ça paraît peut-être simpliste ou enfantin, mais on aborde le sujet de l'eau d'une manière différente. Et puis le digital, voilà, il y a une création de valeur, il y a une tendance. Donc, il y a un nouveau langage. Il faut savoir aussi parler de l'eau au travers de ce nouveau langage-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans le progrès pour un industriel, je pense. Merci beaucoup pour cette réponse. Et tout ça, on voit bien qu'il y a eu quand même un sacré gap entre le point zéro et puis on va dire aujourd'hui. Donc il y a eu quand même un potentiel de 60% d'économie. Alors je ne vois pas de main se lever, je vois pas de gens qui spontanément souhaitent poser une question. Bon, voilà, donc les gens sont peut-être discrets, voilà, je m'étonne.
Alors, une autre question peut-être à Jean-Emmanuel. Donc, voilà, donc moi je note que l'intérêt que je vois dans cette pratique, c'est que vous êtes à la fois des diagnostiqueurs, c'est-à-dire que vous allez trouver un schéma d'utilisation rationnelle de l'eau, on va dire, en faisant un diagnostic précis. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que peut apporter le digital, je pense, c'est notamment la surveillance dans le temps, finalement, de ces performances, qui permet notamment de maintenir, on va dire, au fil de l'eau, on va dire, une certaine efficience des moyens mis en place. Racontez-nous un peu cet intérêt que présente finalement la formule, puisque on n'est pas sans savoir que le système s'use, et donc à travers ça, là aussi, il y a un gain intéressant. Ah, on ne vous entend pas, vous n'avez pas mis votre micro, Jean-Emmanuel. Pour éviter les perturbations. Donc oui, le fait d'utiliser la digitalisation, c'est pas du tout un gadget. Et donc, comme c'était évoqué tout à l'heure, nous, on vient au départ du métier de l'eau. Et pour pouvoir développer cette stratégie extrêmement précise et d'accompagnement en fait dans le temps, on a développé l'outil adapté en fait à cette stratégie. Et donc, on va dire qu'il y a, pour simplifier, deux grands aspects. Vous avez un aspect qui est de travail en temps réel, et donc là, il faut des nouveaux systèmes en fait, de gestion de données. Par exemple, nous, on travaille sur du cloud, mais avec un parc de bases de données qui sont dites en série temporelle, qui sont faites justement pour faire du calcul en temps réel et en masse. Donc là, vous avez la capacité à faire des calculs en temps réel, des études comparées, éventuellement des études très complexes, comme par exemple la simulation, jusqu'à de la simulation des procédés, etc., etc. Et donc ça vous permet d'avoir votre diagnostic permanent. Il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant, ce sont les séries longues. Pourquoi? Parce que lorsque l'on vient, par exemple, faire un diagnostic ou qu'on a le diagnostic permanent, on est en train de suivre des événements. Mais le fait d'avoir en fait des historiques qui peuvent être assez longs au bout d'un moment, ça vous permet d'identifier des événements qui sont rares, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont rares, ils ne sont pas importants. Donc là, vous avez une plus grande facilité pour pouvoir les identifier. Vous pouvez aussi faire des calculs de tendance, vous pouvez commencer à faire des études intercomparées, à la fois d'un point de vue géographique, d'un point de vue temporel, d'une semaine sur l'autre. Voilà. Et donc, le travail dans la durée, alors là, on n'est plus du tout dans quelque chose qui peut être complètement automatisé, puisqu'on est vraiment sur, c'est un outil qui est à la disposition, on va dire, des ingénieurs pour faire des études. Et ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Donc la digitalisation, effectivement, ça ne signifie pas je prends de la data et puis je vais vous l'afficher, le pH il est de 7,8 à la sortie du tuyau. C'est absolument pas ça l'enjeu. Voilà. La digitalisation va permettre aussi quelque chose qui est extrêmement important que j'ai évoqué tout à l'heure, mais je vais réinsister là-dessus parce que c'est vraiment en fait la base. C'est de pouvoir capter un large périmètre d'informations qui sont au départ hétérogènes en termes de sources, de nature, de fréquence d'acquisition, etc., etc. Et y compris des données qui viennent de l'extérieur du site. Parce que vous allez voir que petit à petit, en fait, la stratégie d'identification du risque eau va sortir de l'usine pour, on va dire, prendre en, dans mon jargon, l'échelle micro au niveau de l'usine, ensuite l'échelle méso, c'est-à-dire l'usine dans son bassin avec les autres usages, les variations du système et compagnie, et ensuite l'échelle macro par rapport au changement régional, changement climatique. Et donc, la nécessité, au fur et à mesure, en fonction du besoin, bien sûr, d'aller identifier des informations qui sont éventuellement extérieures au site, mais qui vous intéressent pour pouvoir faire de la prévision, pour pouvoir anticiper, etc., etc. Et ça, la data permet de faciliter énormément tout ça. Voilà, bon, bah ça, on voit que c'est une première brique, hein, donc on voit très bien, et d'ailleurs dans les webinars que nous avons l'intention de monter dans les mois ou les années qui viennent, on a tendance on va passer progressivement du micro au macro. Alors, je suis très content puisque nous avons une question, on va dire, de notre public, hein, notamment Catherine Ringot qui souhaite vous poser une question, donc elle a son micro activé. Si vous pouviez éventuellement, Catherine, vous présenter en quelques instants et puis ensuite poser votre question. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, Catherine Ringot, d'Antea Group, Bureau d'études et d'ingénierie environnementale. Je fais partie de notre activité gestion et traitement des eaux industrielles. Et en fait, ma question s'adresse à Monsieur Devroute. Donc, je ne sais pas si vous vouliez faire par interlocuteur ou… Non, allez-y. Non. Donc, oui, je voulais savoir quel était le nombre d'arrêtés qui avaient été prescrits en 2019-2020 et ceux qui sont prévus donc par la DREAL Hauts-de-France. Et savoir comment, en fonction de quoi vous les prescrivez. Est-ce qu'il y a une priorisation par bassin versant ou par quantité prélevée? Alors, voilà. Oui. Alors, le nombre, alors je ne l'ai plus précisément en tête. Hein, là, il y en a certains qui sont en cours de proposition. On va dire que là, on est
une vingtaine d'arrêtés qui ont été proposés. Et effectivement, comme je l'ai rapidement évoqué, donc c'est une action pluriannuelle au vu du nombre d'établissements. Donc on a ciblé 250 établissements, donc on ne pourra pas tous les traiter cette année. Alors on a priorisé notamment par rapport, là cette année, on a priorisé sur les prélèvements dans les masses d'eau souterraines. Et sur les masses d'eau souterraines, on va dire, sur celle, on a regardé par rapport au ratio prélèvement, par rapport à la recherche théorique et les masses d'eau qui avaient le plus faible ratio, en fait. Donc, c'était notre priorisation cette année. Et puis, on poursuivra l'année prochaine avec les établissements restants au niveau des masses d'eau souterraines et les établissements prélevant dans les eaux de surface et dans les réseaux publics. Donc, mais l'idée, et je ne l'ai pas reprécisé, mais on avait fait une réunion en visioconférence également fin juin, début juillet pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais à destination justement des établissements qui sont concernés pour indiquer de ne pas forcément attendre que ces arrêtés soient prescrits. L'idée était vraiment de présenter la démarche de ce qu'on en attendra. Et donc, il n'est pas nécessaire d'attendre. L'arrêté viendra pour l'ensemble des établissements qui prélèvent plus de 50 000 m3 par an, on leur prescrira. Dans tous les cas, après, dire si ce sera forcément cette année ou l'année prochaine, voire peut-être l'année suivante, là, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le prescrira. Donc, autant se lancer tout de suite dans la démarche. Et comme je l'ai dit, solliciter tout de suite aussi les agences de l'eau qui ont là, dans leur programme, si ça fait partie de leur priorité, ils ont, j'ai envie de dire, l'argent nécessaire pour pouvoir aider. Donc voilà un petit peu sur la façon dont les actions, dont l'action se déroule. Merci Julien pour ces précisions. Bon, si les questions n'arrivent pas donc en plus, je vous propose de clôturer cette. Ah, il y a quelqu'un qui souhaite. Ah, allez-y. Donc Estelle Alsen, donc vous souhaitez poser une question, ça fait plaisir. Allez-y. Débloquez votre micro et puis présentez-vous et on vous écoute. Oui, bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup. Estelle Hassen, je suis responsable environnement pour la société Aconstruct. On est contractant général et maître d'œuvre en bâtiment industriel et tertiaire et on fait pas mal d'agroalimentaire. On a été confronté ces derniers temps effectivement aux questions de réduction de consommation d'eau pour différents sites. Et j'avais une question sur l'éventuelle évolution réglementaire quant à la réutilisation des eaux issues de stations d'épuration industrielles, notamment dans des procédés agroalimentaires, comme ça peut être fait dans certains pays voisins. On a vu qu'il y avait des possibilités de réutilisation dans des steppes, d'eau issue de steppes urbaines, dans certains cas au niveau règlement européen. On voulait savoir si c'était envisagé pour la France d'intégrer des eaux traitées dans les process agroalimentaires. Julien, je te laisse répondre. Je sens que... Oui, alors j'ai pas énormément d'éléments. Ce que je sais, c'est que là, actuellement, c'est un sujet qui est plutôt dans les mains de la Direction générale de la santé au niveau national et non pas côté DGPR, au niveau ministère de l'écologie. Donc voilà, il y a des choses qui évoluent, notamment au niveau européen. Et là, voilà, il y a des réflexions. Mais c'est vraiment sur l'aspect direction générale de la santé où les réflexions sont menées pour voir si on avance sur ce sujet-là ou non. D'accord, très bien. Écoute, moi je t'engage éventuellement peut-être à te renseigner si tu as plus d'informations, à ne pas hésiter, on va dire, à relayer des informations que tu pourras avoir, soit en direct au niveau du site de l'Adréal ou soit à travers le SPI si tu le souhaites. Bon, merci beaucoup. D'autres questions éventuelles? Non? Oui? Bon, apparemment donc non, plus de questions. Donc, écoutez, on est dans le timing. On a fait une bonne heure de webinar, ce qui est une très bonne chose. Hein. On a respecté nos engagements horaires. Alors moi, je tiens à dire à Julien Devroute, à Jean-Emmanuel Gilbert et à Christophe Simoes, un grand merci pour vos interventions et
et la qualité de vos interventions et vos réponses. Vraiment, ça fait plaisir de voir que malgré que nous soyons, on va dire, en régime de dégradé, on arrive quand même à se réunir et à discuter de sujets importants. Merci à tous les participants. Merci de vous être arrêtés quelques instants dans le cadre de vos agendas et d'avoir consacré du temps pour réfléchir ensemble à la préservation d'un bien commun qui est l'eau. Alors, pour ne pas citer Christophe Simonès, pour la préservation de cet or bleu, hein, alors qui est très importante, puisque, comme l'a dit Jean-Emmanuel Gilbert, hein, ça reste vraiment une petite tâche par rapport, évidemment, par rapport à notre terre. Et donc, il est important de le préserver, sinon on risque d'aller à la catastrophe. Bon, nous avons été, nous, au niveau du SPI, très heureux d'organiser ce webinaire. Un questionnaire de satisfaction vous sera communiqué pour que vous puissiez éventuellement faire part de vos idées, éventuellement pour l'améliorer si nécessaire. Et puis, un petit mot pour vous dire, n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire du 24 septembre de cette année, qui aura lieu sur l'accidentologie. Voilà, merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée. Au revoir.